Merci d'être tous venus pour cette conférence que nous allons avoir sur la crise sahélo-sahélienne. Le thème, comme vous le savez, c'est la poudrière sahélo-saharienne. Quel rôle pour les acteurs régionaux et les grandes puissances? Nous allons avoir pour en parler plusieurs intervenants que vous connaissez probablement tous. Tout d'abord, j'ai avec moi M. Mohamed Ould Mohamedou, qui travaille au Middle East and North Africa Programme à Genève. Il est également enseignant, toujours à Genève. Avec nous, M. Mokhtar Wane, qui est diplomate malien. Il a été ambassadeur et haut représentant de son pays, le Mali, aux Nations Unies, puis a été ministre à la fois des Affaires étrangères et de la coopération internationale de son pays. Avec nous également le juge Jean-Louis Bruguière, qui a publié plusieurs livres sur le terrorisme. Je crois que sa réputation le précède avant même qu'il vienne au Maroc. Il a notamment publié 30 ans, tout ce que attendez, je vais vous le dire avec toute la précision nécessaire. Tout ce que je n'ai pas pu dire, c'est son dernier ouvrage qu'il a publié avec Jean-Marie Ponto, si je ne me trompe pas. Avec nous également, autour de la table ce soir, cet après-midi, messieurs Cheikh Sidi Diarra, qui est secrétaire général, sous-secrétaire général des Nations Unies. Avec nous également monsieur Benamou, Mohamed Benamou, si je ne me trompe pas, qui est président de FAES, c'est ça, la Fédération africaine des études stratégiques. Avec nous, enfin, M. Gonati, qui est libyen. Il préside un think tank libyen. Il s'appelle Anas El Gomati et il est le président de SADC Institute. Donc, pour commencer, je voudrais tout d'abord donner la parole à un acteur de ce débat qui plantera le décor et nous donnera un peu les grands enjeux de la discussion que nous aurons. C'est M. Mokhtar Wane. Si on devait aujourd'hui, M. Wane, faire un peu de pédagogie sur cette crise dans l'espace sahélo-sahérien, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Bien, merci beaucoup. Alors, évoquant la problématique sahélo-saharienne, je crois utile de faire deux observations préliminaires que je vais peut-être assortir de quelques recommandations qui pourraient donc utilement servir à la discussion. Comme observation préliminaire, je ferai d'abord remarquer que ce qu'on considère comme l'espace sahélo-saharien, c'est ce vaste territoire de près de 8 millions de kilomètres carrés qui s'étend de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire donc des côtes mauritaniennes jusqu'aux confins du Soudan. C'est un espace qui aujourd'hui est confronté à des défis nombreux, certains de type cyclique, par exemple les sécheresses cycliques qui se traduisent toujours par les risques de famine, avec tout ce que cela entraîne comme conséquences humanitaires, et d'autres défis de type nouveau, comme le terrorisme, les prises d'otages, le trafic de drogue, le trafic d'armes, l'action des groupes armés, mafieux et terroristes, ou de groupes islamistes, ou encore des prises d'otages. Et naturellement, il faut aussi ajouter à cela les répercussions de la crise libyenne avec une dissémination d'armes de tout type, y compris d'armes lourdes et de caractère très sophistiqué. Donc, tout cela compose une réalité très complexe qui se traduit donc par des défis à la sécurité humaine et collective, défis à la sécurité locale, nationale et régionale. C'était donc la première observation que je voulais faire pour donc rappeler cela à l'auditoire. La deuxième observation que je crois utile de mentionner ici, c'est de souligner que, comme cela me semble, la solution à ces défis, qu'il s'agisse des défis cycliques
ou des défis les tout nouveaux que j'ai mentionnés, tous ces défis, me semble-t-il, appellent une solution qui passe par une coopération forte, résolue et déterminée de la part des pays de la région, les pays directement concernés. Mais la solution à ces défis appelle aussi l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale. Alors c'est sur ces deux observations que je voudrais à présent, à partir de là, décliner quelques recommandations. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces défis? À mon avis, il importe d'abord, pour endiguer considérablement ces phénomènes, pour apporter la stabilité et la sécurité dans cet espace, il importe, me semble-t-il, de réactiver la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et d'élargir le cadre de cette collaboration-là à ce qu'on a appelé souvent les pays du champ, à savoir l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Il me semble utile que face au caractère transnational des défis auxquels nous sommes confrontés, d'élargir cette base-là, notamment à des pays comme la Libye, comme le Maroc, comme le Tchad, comme le Burkina. Cela me paraît donc essentiel. Et la mise en œuvre de cette première recommandation, à savoir la réactivation de la coopération régionale, me semble d'une ardente obligation parce que la porosité des frontières, les difficultés de mobilité sur le terrain, comme l'insuffisance des capacités nationales à sécuriser les frontières, tout ceci fait que tous les pays considérés individuellement, il leur paraît difficile, sinon impossible, de faire face à ces défis. D'où, encore une fois, la nécessité donc de mutualiser les efforts afin de parvenir à l'instauration d'un espace sécurisé. Je dois dire au demeurant que tel était le sens de l'initiative développée par le Mali qui a lancé en 2007, septembre 2007, l'initiative de tenir une conférence régionale sur la sécurité, la stabilité, la paix et le développement dans l'espace sahélo-saharien. Nous avons tenu la réunion préparatoire de cette conférence au sommet au niveau des ministres des Affaires étrangères en novembre 2008 à Bamako. Et cette réunion ministérielle qui regroupait les 7 pays sahélo-sahariens a préparé et adopté 2 documents importants. Le premier, c'est une déclaration politique dans laquelle les 7 pays concernés, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina, ont procédé à un diagnostic de la situation, donc à l'identification de tous les problèmes, de tous les défis auxquels ces pays sont collectivement confrontés. Et sur la base de ce diagnostic commun, les pays ont aussi élaboré, annoncé une déclaration politique, une volonté politique forte et solidaire de faire face ensemble face à ces défis. Ceci a été très clairement, le diagnostic comme la formulation de la volonté politique ont été clairement et fortement énoncés dans une déclaration politique, qui a été le premier document que nous avons préparé au niveau avec mes autres collègues des autres pays, que nous avons donc arrêté. Le deuxième document, et sur la base de cette déclaration politique, de ce constat et de cet engagement politique, nous avons préparé également un plan d'action. Un plan d'action qui s'est décliné en 8 points, en 8 volets. Volet sécuritaire, volet développement, volet environnement,
tous les défis qui étaient posés ont fait l'objet de séquences particulières sur lesquelles les pays allaient développer des actions à la fois au niveau national, de manière concertée, bilatérale ou même régionale, et aussi ce qui devait faire également l'objet d'un appui de la part de la communauté internationale. Donc ces deux documents, déclaration politique et plan d'action, nous les avons préparés, adoptés et soumis à l'adoption des chefs d'État et de gouvernement, ce qui devait faire l'objet d'une rencontre au sommet. Mais je dois dire malheureusement que cette initiative n'a pas pu être mise en œuvre jusqu'au bout, donc les chefs d'État n'ont pas pu se réunir en raison d'entraves qui ont pu émailler notre chemin. À cela, je crois également utile d'ajouter que au niveau sous-régional toujours, au niveau de la CEDEAO notamment, il y a une série de stratégies qui ont été élaborées qui visent à lutter contre la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, la circulation et la dissémination illicite des armes de petit calibre, qui a été adoptée par la CEDEAO en concertation avec l'ensemble des pays sahéliens. Et il est important d'activer les mécanismes prévus précisément par cette stratégie. Il vous reste 3 minutes. Je termine rapidement. Je dois dire, deuxièmement, je voudrais également souligner comme deuxième recommandation la nécessité de souligner un leadership affirmé au niveau de la CEDEAO, comme la nécessité également d'assurer une bonne coordination des initiatives des acteurs régionaux et internationaux face à la situation dans le sahélo-saharien. Vous le savez, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, tous ont désigné des représentants spéciaux ou des envoyés spéciaux sur le Sahel. Il est donc important que l'action de ces différents acteurs soit bien coordonnée. Enfin, je voudrais aussi mentionner que l'adoption par le Conseil de sécurité, les résolutions 2056 et 2071 constituent également de bonnes initiatives pour faire face à la sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Nous allons revenir effectivement sur cette question. Deux dernières idées précisément, simplement pour plaider d'abord en ce qui concerne une implication plus accrue des partenaires au développement en faveur de la mise en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que comme vous le savez, le terrorisme trouve un terreau fertile dans la pauvreté extrême. Et plus efficacement on luttera contre la pauvreté, on va améliorer les conditions de vie des populations, moins les réseaux terroristes trouveront donc des terreaux fertiles pour leur action. On pourra ainsi lutter contre le chômage, l'emploi des jeunes, les problèmes de réinsertion, toute chose qui va couper le pont entre ces franges de la population et les réseaux terroristes. Enfin, je termine simplement en lançant un appel à la communauté internationale en faveur précisément d'une mobilisation plus accrue en vue de trouver les moyens d'apporter une solution définitive aux crises alimentaires et aux crises humanitaires occasionnées par les conflits, par les crises, notamment comme c'est le cas à l'heure actuelle, les centaines de milliers de déplacés et de réfugiés en raison précisément de la crise malienne. Je n'ai pas voulu me focaliser sur le cas spécifique du Mali, qui offre un instantané de la crise sahélo-saharienne. Cela pourrait faire l'objet de questions précises. J'ai voulu globaliser la problématique de façon à ce que nous puissions utilement discuter. Merci, M. Ouad. Nous aurons de toute façon le temps après, dans la phase des questions-réponses, pour approfondir les interventions des uns et des autres. Le temps est malheureusement limité. On a commencé avec beaucoup de retard, comme vous avez dû le remarquer. C'est pour ça qu'on ira véritablement au pas de charge pour continuer. Et je passerai la parole dans un deuxième temps à mon extrême gauche, à M. Hamas El Gomati. Vous êtes libyen, vous êtes fondateur et président de l'un des uniques think tanks libyens aujourd'hui existants. Et je voulais vous demander, la question elle est peut-être facile, mais pendant très longtemps, l'idée qui a été véhiculée, c'est que la crise au Mali, la crise dans la zone sahélo-sahélienne est la conséquence directe de la chute du régime du président Kadhafi. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce que vous êtes dans cette vague également?
Et comment voyez-vous la sortie de crise? Thank you very much for having me here first. I'd like to begin by just saying thank you for having me in Morocco, of all places, because it's one of the most beautiful and interesting places to speak about an issue such as this. In effect, the exit strategy means that we have to start from the beginning. And the beginning is really to understand that policy in the 21st century is only as good as a product of its academic and scholarly backbone. And I think if we speak about security, if we speak about a powder keg in this region, then we really have to understand what the scholarly and academic underpinnings of this are. I mean, we are in a geopolitical reality where things that happen across the world impact everywhere else. I mean, especially in Morocco and across the Saharan region, we're 13 kilometers away from the closest point in Europe. So what happens in the Sahara and what happens in the Sahel region as well affects ultimately what happens in Europe as well. So ultimately what I mean by this academic and perhaps scholarly failure is we haven't really understood the roots of why the violence occurs. And I think this is the most important place to start. To give you a brief idea, I would like to call it the inheritance of failure. Because what's happening to the generations today that live across the Saharan and Sahel region is that they've had 3 generations. Over the last 140 years at least, there have been Arab liberalism, which ultimately as an idea, the modern thinkers such as Muhammad Abdu, has failed. Arab nationalism, which again in the region was very pertinent with Abdel Nasser and the Nasserist regime, failed supremely as an idea. And then in the last 1950, 1970, 1970 plus, the ideas of autocracy, you know, I mean, the way in which that unfolded within the region has failed. And why has it failed? Well, for various reasons, but ultimately today, generations across the Saharan region are living failure. They've inherited failures from their 3 generations before them. So what does this mean? It means if they're living failure, it means they're living failure in education, in transport, in healthcare, in social welfare, and economics. The real problems in the Saharan Sahel region is that there's been macro socioeconomic failure across the board. And we must start with this as a diagnosis of the problem in order to give an appropriate prescription. And to speak about what policymakers and academics, well, policymakers can do, well, let's start with some real academic and scholarly underpinnings to really understand what happened. Why is Islamism and jihadism, which is really what we're talking about, it's really what the Minister from Mali was speaking about here. Why is jihadism, terrorism, Islamism, why is it becoming such a pertinent issue today? Well, we found that its closest precursor, its history, is something that we even saw in Europe. We saw it in Latin America. We saw it in other areas in the world. But ultimately, where you find stagnant dire economic circumstances, you find ideology has a beautiful, beautiful terrain to breed. And what we see in this region now is only the tip of the iceberg. The violence is not really the entire ideology. To see that terrorist organizations that want to herald a new world through supreme acts of violence, I mean, that's not a Saharan or Sahel kind of phenomena. It's something that we saw in Europe 100 years ago. Russian anarchists blowing up cafes in Paris had the exact same ideology, the exact same vision for the world. The cosmetics of them were the same. All white, long beards, backpacks or bags, just blowing up cafes. But I mean, the cosmetics are one thing, but the vision is equally important. So why make this parallel? Well, the parallel is interesting because ultimately, if we know where we were, then we can understand where we are, and we can start to try and predict a suitable policy for the future. And I think that's of paramount importance. If we don't understand the phenomena that are occurring today, if we don't understand that in Tunis, part of the Saharan region, that Mohamed Bouazizi, over 18 months ago, 19 months ago, yes, self-immolated himself because of lacks in freedom of expression, freedom of assembly, dignity, and basic human rights. But then if we speak about dignity, I challenge the conventional discourse. Was Bouazizi ever living in dignity? Did he ever have a dignified lifestyle? No. The reason I think he burnt himself was because of an economic failure, because he couldn't feed his sisters and his children.
and the people around him. And that's something that's happening across the region. When these failures start to occur, a proximity between the state, between the citizenry and the state, has also widened. The legitimacy of the state is no longer there, if it was ever there in the first place. And so a political or ideological solution seems quite easy, but underlying that, there are deep, deep macro socioeconomic failures that are happening across the board. And because we've inherited these failures, we have to answer to them now. The only exit strategy or suitable exit strategy is to really understand what these problems are and try to find appropriate solutions. And I think that gives us two kind of precarious situations. We can bring them back to Libya, but unfortunately, Libya is only the tip of the iceberg. Libya today stands as the most densely armed territory on earth. Per capita population, there are more guns than people. With a border that is, in effect, incontrollable. In terms of human migration to Europe, it's the #1 destination in the world. And so if we speak about arms penetration and proliferation, then we're, again, only speaking about the tip of the iceberg. Some of the arms that were used in the Libyan revolution have been around circa 1920. My great-grandfather would have used them, so that's what we're really saying. I mean, it's not about the means as much as the reason for using them. Now, in Libya, for example, a good case example is that around 140,000 people were armed on the fall of Tripoli. That was August 2011. 140,000 people that it took to take down a regime. Now let's fast forward to 2012. You now have in the region of around 200,000 people that are armed. Now that's a country that's just had elections. That's a country that had a successful transfership of power. So why are we not trading bullets for ballots? It's quite simple. Because in political terms, it's quite easy to do a democracy. I mean, I remember looking at images of Iraq 10 years ago with people putting up their fingers dipped in ink, saying we've had a successful democracy or transfer to democracy. But I don't think anybody here in the panel or in the audience would claim that Iraq is today a shining example of democracy in the region or anywhere. And so what I'm saying is effectively is that political configurations aside, these things are easy or easier than really answering the crucial questions today. A Kalashnikov in Libya is an insurance policy. A Kalashnikov in Libya is an insurance policy. It is the only way in which you will get a successful wage, a salary, and substantial standing in society, because if you can't deal with your elected MPs, members of parliament, representatives, then you resort back to what you know. It's simple. And equally, if I give it up, how will I guarantee my survival? How will I guarantee the survival of people around me? So we're looking at the means, but we have to really understand is the roots. And the roots in Libya are no different to the roots anywhere else. Yes, it's a tremendously wealthy country, but it's a state wealthy, but it's not in terms of its people. I mean, they're living on average salaries of around $200-300 a month in some cases. That's hardly living la vida loca, as they would say in Spain or anything. So, I mean, we're not looking at something that we can actually say today is a circumstance of an improvement. We can't say that it's been a successful transition towards a better lifestyle. Has equitable share of wealth occurred? No. The exit strategy is actually answering to the roots. And to answer the roots, we have to have a serious academic and scholarly investigation into why we failed. We've had a period of 100 years at least of intellectual and theological lethargy. We should be honest. We're in the region. We know what we're facing here. We know what we're facing better than anybody else. In Libya's case, they're now debating Sharia. That's an interesting debate. But for a country that has not had any kind of theological semblance, any kind of theological investigation or serious intellectual investigation into judiciary, into jurisprudence, into law, how can they talk about these things today? 1 minute remaining. I mean, I don't want to go on too long. We can always answer some of the questions later on. But ultimately, there are just a few figures to reflect on. One of the other figures is that in terms of demographics, we've had a huge shoot up. In the last 30 years, it was about 170 million in the region. We're now looking at 330, 340 million. Those figures are staggering. Those figures are staggering for a 30, 40-year gap. That means that equally 65% of those are under 30. 2/3 under 20. That means that there's a generation that is highly, highly, highly anticipating change.
and we'll get there by any means. So when we talk about terrorism and we talk about violence, well, all violence is equally terrifying, whether it's state violence, as we saw in Gaddafi's case, or whether it's terrorist groups operating under no mandate in Mali. The problem is, what are the roots? We need to concern ourselves with the roots. And I think that's really where our discussion should start and equally should end. Merci beaucoup, Anas. Je vais donner la parole au juge Burguia maintenant, parce que cette zone sahélo-saharienne est en train d'être considérée comme un nouvel antre du terrorisme international. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous avez travaillé notamment sur l'affaire du DC-10 qui s'était craché dans le désert nigérien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer, comme c'est le cas depuis quelques mois, que la zone sahélo-saharienne est devenue le nouveau ventre mou du terrorisme ou de la sécurité dans le continent africain? Merci de me donner la parole. Oui, je crois qu'effectivement, sur un plan purement sécuritaire, on a parlé de dimensions macroéconomiques, de problèmes géopolitiques, de problèmes politiques, mais sur un plan purement sécuritaire, les choses étant extrêmement liées, on est confronté aujourd'hui à une situation nouvelle qui est l'évolution de situations sécuritaires antérieures, mais qui atteignent un degré de magnitude inégalé et qui pose des problèmes de sécurité pour la région, incontestablement, mais je dirais de sécurité collective. Et donc, qui ne peuvent pas laisser la communauté internationale, et notamment l'Europe, insensible à cette situation. Alors, je crois que ce qui est important, c'est l'évolution de ce qu'on peut appeler la menace terroriste de type islamiste radical, telle qu'on a pu la connaître, je l'ai connue dans les années 90, avec principalement le GIA en Algérie ou le GICM, donc dans ce pays, ou le FIT, donc en Tunisie, où il y avait un terreau qui était relativement localisé à des pays. Pas oublier quand même que le GIA, GSPC et le LACMI ont provoqué presque 200 000 morts donc, en Algérie et, comme vous le savez, SI a été à l'origine des menaces terroristes les plus importantes pour la France en particulier et l'Europe. Donc il y a eu, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est la mutation, l'évolution typologique, mais qui n'est pas, bien sûr, sans lien avec l'évolution générale de ces groupes. On a de cette menace. On a une menace qui s'est extrêmement atomisée et qui est devenue de plus en plus diffuse, avec notamment, pour ce qui est devenu l'ACMI, l'ancien GSPC, des liens de plus en plus importants, généralement de type opportuniste, avec la criminalité organisée. Et qui a créé, dans un ensemble, je veux dire, de faible gouvernance, où les structures étatiques étaient, donc, au moins sur le plan sécuritaire, relativement faibles, donc des espaces d'opportunité et de prolifération donc d'activités criminelles, terroristes. L'argent étant bien sûr le moteur, et comme vous le savez, donc l'ACMI a proliféré dans ses katibas méridionales, chassées un peu par les Algériens, donc du sanctuaire de l'Algérie, et a utilisé le Mali comme base arrière de plus en plus, avec bien évidemment aussi une autre structure donc en Mauritanie. Et l'ACMI a proliféré avec deux facteurs majeurs. D'une part, la récupération donc d'une manne financière considérable par les rançons qui ont dû être payées. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais enfin, je me réfère à ce que je peux lire un peu partout. Je ne fais pas de révélations particulières. Mais surtout, par contre, ce qui est quand même important, c'est par une intrication de plus en plus forte dans le trafic de drogue, et notamment le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine, en lien avec des gangs, des réseaux. On a cité la Guinée-Bissau, mais c'est une source importante. Et j'ajouterais même, ce qui se sait moins, donc une prise de contrôle, une tentative de prise de contrôle du trafic donc des êtres humains, donc de l'immigration clandestine en provenance donc du Sud. Donc, je crois qu'on a des vrais enjeux, incontestablement sécuritaires et humains. Ce qui semble important, et le deuxième facteur qui n'est pas au centre, il n'y a pas de relation de causalité, mais qui a joué incontestablement, c'est la chute du régime libyen et la prolifération des armes, récupérées massivement, pas uniquement par l'ACMI, mais surtout par la criminalité organisée et avec des systèmes de revente, et qui a irradié non seulement l'ACMI, mais également, on en parlera peut-être après, c'est important, beaucoup plus à l'est, donc avec Boko Haram ou même jusqu'au Shebab. Donc il y a eu une dissémination de ces armes qui est importante.
Donc on est dans une situation aujourd'hui qui a permis incontestablement ce renforcement stratégique de l'AQMI qui, par suite donc des phénomènes que nous connaissons, donc du coup d'État au Mali, donc l'effondrement de la puissance politique, a autorisé le MNLA d'abord et puis ensuite les groupes islamistes radicaux qui ont récupéré donc le pouvoir, l'ont confisqué, si je puis dire, à ce qui avait été fait, par les Touaregs, donc à l'instauration de facto d'un système, donc d'une partition dans le nord avec l'AQMI en Sardine, mais qui semblerait aujourd'hui donc faire sécession, donc revenir, abandonner donc ses ambitions initiales, et puis surtout le Mujao. Donc on est devant un phénomène extrêmement sérieux. Alors il est d'autant plus sérieux, parce que je pense que ça n'a peut-être pas été souligné, qu'aujourd'hui on a une véritable contamination du phénomène vers l'Est, c'est-à-dire que se constitue un arc de crise qui va de la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahara occidental, dans une zone que je qualifierais de zone grise, qui effectivement favorise donc ces faiblesses donc, de gouvernance, ces difficultés, ces problèmes de corruption, un ensemble de facteurs, les problèmes de la pauvreté, les problèmes économiques, des revendications identitaires non satisfaites, toutes choses dont on pourra parler, qui sont incontestablement un terreau, qui ont facilité les choses, mais qui ont permis donc l'émergence donc de cette espèce de crise, d'arc de crise à très basse intensité, et qui est en train de migrer de l'AQMI jusqu'à donc, du Sahara occidental, de la zone sahélo-saharienne jusqu'à la Corne de l'Afrique. Avec un élément important, mais il y a un risque important, c'est le Nigeria, et notamment le nord nigérien, avec Boko Haram. Alors je voudrais, si vous voulez, juste avant de terminer un petit peu mon intervention, parce que je sais que le temps est précieux, insister, prendre peut-être sur un point qui n'a pas été évoqué, qui me semble extrêmement important sur le plan des menaces. On a beaucoup parlé de prolifération, donc la prolifération nucléaire, la prolifération des armes. Aujourd'hui, je crains qu'on soit confronté à un nouveau phénomène de prolifération que j'appellerais la prolifération étatique. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit tout simplement, si on reprend donc l'Afrique telle qu'elle était au moment de la décolonisation. Il y a eu un accord implicite, en tout cas, une volonté de la part des États nés de la décolonisation de ne pas remettre en cause, pour des raisons de sécurité, les frontières nées de la décolonisation, même si elles ne correspondaient pas, ou elles ne correspondent toujours pas, donc à des réalités historiques ou des réalités culturelles, dont on le voit bien avec la problématique des Touaregs. Mais c'était un élément de stabilité, et voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que, non pas par une volonté étatique ou démocratique, comme ça a pu être fait, par exemple, en Europe avec la Tchécoslovaquie, la Tchéquie et la Slovaquie, ou même avec le mouvement des Balkans, mais d'une façon, donc pas la violence, donc d'une façon non démocratique, on a l'émergence d'un fractionnement et d'une fracturation donc des entités étatiques existantes. Alors, le signal a été donné, si je puis dire, par le Soudan, avec la création du Sud-Soudan. Et c'est à partir de là qu'on a vu une espèce, donc un terreau, en tout cas, je ne dis pas qu'il y ait une relation de cause à effet, mais incontestablement, cet exemple donc, a été en partie un moteur pour faciliter donc, cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que la situation de facto créée au Mali est extrêmement dangereuse. Elle est dangereuse pour le Mali parce qu'elle perd son intégrité territoriale. Elle est dangereuse pour la région sahélo-saharienne, mais elle est dangereuse parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement de déstabilisation régionale, et je dirais même beaucoup plus large. Parce que derrière le Mali, vous avez le Nigeria. Et il est insupportable que le Nigeria, la volonté de Boko Haram, c'est de faire sécession, de couper le nord du sud. Et le niveau de violence, quand même pour ceux qui le savent, c'est quand même plus de 1000 morts. C'est quand même un niveau de violence inégalé. Et les liens entre Boko Haram et l'AQMI sont des liens aujourd'hui totalement avérés. Donc il y a un risque incontestablement. Et puis plus à l'est, on le sait, avec le problème de la Somalie et une déstabilisation qui est en train de s'opérer sur le Kenya, donc par contamination. Donc il est certain qu'au-delà de la problématique sahélo-saharienne, je veux dire ce risque que j'appelle donc de prolifération étatique, et qui va se faire non pas sur une base démocratique et consensuelle ou une base donc géopolitique acceptée, mais par la violence, est un risque réel pour les populations et de stabilité régionale, je dirais beaucoup plus globale. Merci.
Je vais donner la parole à Mohamedou Mahmoud. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Vous êtes actuellement professeur, je le disais tout à l'heure, invité à l'Institut des hautes études internationales du développement et vous êtes également directeur du programme sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Centre de politique et de sécurité de Genève. La question que je voudrais vous poser, est-ce que l'amalgame est permis aujourd'hui entre les questions liées au terrorisme et les questions de purement radicalisation islamique, comme on l'a vu dans la plupart des pays? Il y a eu le Moujao, en Sardine, on les a cités, les mouvements. Mais est-ce qu'on peut faire l'amalgame entre les deux aujourd'hui? Je vous remercie. Je remercie l'Institut Amadeus. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être ici parmi vous. Je crois que, pour rebondir un petit peu sur votre question et tout ce qui a été déjà débattu ce matin, je crois qu'il faut prendre acte du fait qu'on est déjà entré de plein pied dans une nouvelle réalité. La crise sahélienne, dans son centre de gravité malien, tout ce qui a été décrit, doit nous interpeller et doit aussi nous amener à mettre à jour nos schémas d'analyse. Je crois qu'il y a un premier problème qui est celui de la gravité de la situation. Le deuxième, c'est l'urgence, et je dirais le troisième, c'est la complexité par rapport à cette interface dont vous parliez. La gravité, d'abord, je crois qu'il faut rappeler que nous faisons face à 202 000 réfugiés, 204 000 déplacés internes au Mali lui-même. Nous avons 16 otages qui sont encore aux mains de ces différents groupes. Nous avons 4 groupes armés différents, un gouvernement en transition, une intervention qui est en préparation, nous ne l'avons pas encore mentionné, mais qui va probablement avoir lieu dans les prochaines semaines ou probablement les prochains mois. Et donc, tout autour de ceci, bien entendu, l'après-printemps arabe. Donc, la gravité de la situation est là. Son urgence, elle est également par rapport à cette préparation d'une intervention. Mais l'élément le plus important, je crois que c'est la complexité. Nous faisons face à quoi, ultimement? Nous avons, d'un côté, ce versant d'un terrorisme transnational non étatique qui est effectivement en mutation depuis un certain nombre d'années. Nous en avons parlé depuis déjà un certain nombre d'années. Je crois qu'il faut prendre acte du fait que nous sommes dans le Al-Qaïda post-Ben Laden, dans lequel ces groupes régionaux ont essaimé, se sont autocapacités et ils sont maintenant radicalement et qualitativement différents de ce qu'ils ont été par le passé. Entre le GIA dont on parlait, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Moujao et Ansar Din, on a une espèce de mise en abîme permanente. C'est-à-dire qu'une atomisation, oui, absolument, mais en même temps également une espèce d'improvisation dans la nature de ces groupes qui, pour répondre à votre question, aboutit précisément ceci, à un dédoublement entre des activités qui sont à la fois politiques, dans leur présentation religieuse, à nouveau dans une phraséologie religieuse, mais qui est assez théâtrale, c'est un islam théâtralisé, et ultimement une espèce d'économie politique du terrorisme. Deuxième grand versant de cette question, ce sont les velléités sécessionnistes touareg, il faut le mentionner, qui sont importantes. C'est la question de l'Azawad qui n'a pas été traitée depuis les années 60. C'est une question qui transcende le Mali, qui est relativement classique dans son versant, disons, sécessionniste, nationaliste. Cette question n'a pas été traitée. Elle est aussi aujourd'hui liée au troisième point, qui est l'après-printemps arabe. Notre collègue de la Libye a mentionné l'armement qui a débordé, si vous voulez, dans l'après-Kadhafi. C'est effectivement un élément fondamental. La disponibilité de cet armement, la dangerosité de la zone. Donc nous avons un leg d'un armement de groupes terroristes transnationaux. Nous avons une greffe de la situation que nous avons vue dans l'après-printemps arabe, et puis surtout une situation sur le terrain qui, je crois, il faut le souligner, est une menace directe aux populations au quotidien. Merci. Je voudrais maintenant, puisque nous parlons d'une situation dans le Maghreb, et j'en finirai avec M. Diarra tout à l'heure, donner la parole à M. Benamou. Le Maroc n'est peut-être pas directement concerné. Il n'a pas une frontière commune avec les pays directement impliqués dans cette crise, hormis l'Algérie. Mais vu du Maroc, comment est-ce que l'on vit cette crise sahélo-saharienne? Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas donc dire que le Maroc n'est pas concerné. Donc la question n'est pas une question de frontières directes, mais la question donc, est une question de profondeur stratégique. Et la profondeur stratégique du Maroc donc, est dans cet espace. Comme vous le savez, le Maroc a été toujours
est dans l'histoire de cette région un acteur principal. Et aujourd'hui, donc, quand on a été acteur dans le passé, on ne peut pas ne pas être acteur dans le présent et acteur dans l'avenir de la région. C'est pourquoi donc je pense que justement donc le Maroc aujourd'hui ne peut pas être en dehors de toute équation sécuritaire dans sa vision donc globale pour la région. Il est certain que quand on traite aujourd'hui donc de la situation donc dans la région sahélo-saharienne, et comme ça a été dit, donc nous sommes dans une situation donc avec une grande complexité et en même temps donc une fragilité immense. Aujourd'hui donc il y a une urgence, mais il faut aussi donc beaucoup de prudence. Le problème qui se dessine aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation donc de fracture stratégique dans la région et nous sommes dans une situation dans une géopolitique complètement bouleversée. Elle est née de plusieurs facteurs. Nous sommes dans un espace donc qui connaît des crises et des crises au pluriel chroniques et aux crises et aux menaces, défis qui étaient donc traditionnels sont venus se greffer des menaces nouvelles. Le Maroc a toujours eu une approche qui a été donc une approche ouverte, à savoir donc pour faire face à des menaces qui ont un caractère collectif, la réponse ne peut être et ne doit être que collective. Aujourd'hui, donc, il est certain que dans cette complexité de la situation, nous sommes en train de voir un peu se dessiner deux scénarios qui expriment en même temps donc, des agendas complètement contradictoires dans cette zone. D'un côté, donc, il y a une intervention donc, étrangère qui est annoncée. On peut dire que oui, cette intervention donc, elle est très discutable. Je ne pense pas que donc, une telle intervention étrangère donc, peut résoudre le problème, parce que donc, ce qui me paraît être complètement omis dans cette approche, c'est que donc, nous sommes face à un type donc, de guerre qui est donc, une guerre asymétrique. Et dans cette guerre donc, asymétrique, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que donc, on soit face à une situation donc, complexe, en train de préparer des plans ou des réactions simples. La complexité donc, de la situation ne nous autorise pas aujourd'hui donc, à apporter des réponses ou des plans d'action qui sont donc, simples, pour ne pas dire donc, simplistes. Il est certain que ça a été évoqué tout à l'heure, donc que nous sommes donc face à une atomisation de la problématique aussi donc du terrorisme dans cette région, mais nous sommes aussi donc face à une atomisation et une spécialisation de ce phénomène. Quand on le prend sur le champ malien, nous sommes en train de relever aujourd'hui donc une évolution au sein donc dans l'action d'AQMI qui repose sur une spécialisation. Ansar Dine, pour moi, donc, est la branche locale, donc, et nous sommes donc face à une spécialisation donc, territoriale. Et d'un autre côté, donc, le Mujao représente, à mon sens, donc, la légion étrangère d'AQMI. Donc nous sommes dans une nouvelle phase. Maintenant, si donc la dimension d'intervention donc internationale peut être préjudiciable donc pour donc la résolution d'un tel conflit, la question de mettre la région donc sous tutelle est aussi donc préjudiciable pour ce conflit. Il est certain que nous sommes face aujourd'hui donc à une région, c'est pratiquement donc toute la région sahélo-saharienne qui est à la dérive. On ne peut pas aujourd'hui donc apporter une réponse d'un État individuel à une région qui est à la dérive. La réponse aujourd'hui ne peut être que par une région pivot. On ne peut pas aujourd'hui donc avoir un État pivot dans la région. On ne peut pas aujourd'hui donc avoir un État incontournable dans la région, parce que justement donc les problématiques dépassent les États. Nous avons besoin de l'ensemble des États. Et le pivot dont on a besoin, c'est une région pivot. Et cette région pivot, donc, elle se compose
du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, etc. C'est un petit peu donc, ce qui peut aujourd'hui donc, préserver cette stabilité dans cette zone. Il y a aussi donc, une problématique aujourd'hui, donc c'est la confusion dans les positions. Nous avons donc des positions qui ne sont pas claires. Et la crainte, c'est de voir donc la crise, de voir donc le problème aller dans une impasse dans les mois à venir et s'inscrire dans un enlisement qui va être préjudiciable et qui va coûter pour cette région. Nous sommes dans un espace complexe, mais nous sommes aussi dans un espace qui connaît donc un désordre énorme et en même temps donc, avec des fragilités territoriales. Nous sommes dans la configuration justement donc, où les États risquent aujourd'hui donc, de payer cher les faux problèmes créés dans la zone et la gestion par crise qui a été donc imposée à cette région. Les conséquences, effectivement, donc de la guerre en Libye, oui, elles se traduisent par la prolifération des armes, mais aussi donc par le mercenariat. Et je pense que la présence donc des mercenaires dans l'espace malien et sahélo-saharien, aujourd'hui, on le voit. On a vu un petit peu donc l'arrivée de mercenaires, que ce soit donc du sud-ouest algérien et spécialement donc des camps de Tindouf ou d'autres parties donc de la région donc sahélo-saharienne pour faire donc de cet espace un espace qui certainement va se transformer. Pour certains donc qui veulent voir donc cet espace en un espace de Waziristan, je ne pense pas du tout que la situation, que le Sahel soit donc une copie type de l'Afghanistan. C'est à mon sens, donc c'est une approche qui n'est pas bonne. Il y a des spécificités pour cette zone, il y a des particularités pour cette zone. Il y a donc une multitude d'acteurs dans cette zone, entre des acteurs locaux, des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des acteurs régionaux, des acteurs internationaux. Maintenant, est-ce que donc on peut faire transformer cette crise au Mali pour donc une source de trouver donc des solutions pour l'avenir? L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on peut faire de cette crise une étape pour construire l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, c'est un avenir donc, de sécurité et de stabilité collective. Cette stabilité et cette sécurité collective reposent sur une coopération sincère, une coopération profonde, une coopération large entre l'ensemble des pays de la région. Il faut que l'approche de la tutelle cesse, mais il faut aussi donc qu'on prenne conscience que dans cet espace, on a développé, à mon sens, deux mauvaises industries qui ont créé donc des rentes politiques et des rentes aussi donc financières importantes. D'un côté, donc l'industrie de la création des crises qui a duré donc pendant plusieurs décennies dans cette zone, et de l'autre aussi l'industrie de la médiation qui malheureusement donc favorise la permanence de ces crises. Et je pense que aujourd'hui, donc, l'avenir ne peut pas surgir du néant. L'avenir donc doit surgir de la mémoire. Et la mémoire, donc, elle est collective et les défis sont collectifs. C'est ensemble qu'on peut faire face à cette situation donc, qui devient de plus en plus chaotique dans cette zone où, tout simplement, donc, ensemble, on va perdre ce combat face à des petits groupuscules. Merci.